La date des législatives en Guinée-Bissau est désormais connue. Elles sont prévues pour le 10 mars 2019. Accord de paix de 2015 au Mali. Le Conseil des Nations Unies a adopté ses premières sanctions contre des Maliens. Deuxième congrès scientifique du service de santé des armées au Burkina Faso. Il a réuni des experts du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Nouvelle page de l'information sur Sika TV, bienvenue à toutes et à tous. Je l'ai annoncé en titre, en Guinée-Bissau, les élections législatives auront finalement lieu le 10 mars 2019. L'annonce a été faite ce jeudi par le président José Mario Vaz. Les détails dans cet élément. La date de la tenue des législatives bissau-guinéennes est enfin officiellement connue. Elles sont fixées au 10 mars prochain, soit 4 mois après la date initialement prévue. L'annonce de la nouvelle date a été faite via un décret publié en fin de journée par la présidence de la République de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest. Ces élections doivent permettre de mettre fin à la crise que traverse la Guinée-Bissau depuis l'éviction en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre, Domingo Simeo Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, auquel le président appartient également. Un accord conclu le 14 avril à Lomé, au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, médiatrice dans la crise, avait abouti à la désignation d'un premier ministre de consensus chargé de conduire le pays aux législatives dont la date avait été fixée au 18 novembre. La semaine dernière, la CEDEAO avait pressé les autorités de Bissau à fixer une nouvelle date avant son prochain sommet qui se tient samedi à Abuja, en souhaitant que le scrutin se tienne avant la fin du mois de janvier. Le représentant pour l'Afrique de l'Ouest du secrétaire général de l'ONU, Mohamed Ibn Chambas, avait lui aussi exhorté le 28 novembre les autorités bissau-guinéennes à fixer une date précise pour les législatives et ne pas continuer chaque fois à les repousser. Lors d'une consultation menée ces derniers jours par le Premier ministre Aristide Gomes, une majorité de partis se sont prononcés pour la date du 10 mars, alors que les 17 et 24 février avaient également été évoqués. Plus de 3 millions de Togolais étaient appelés aux urnes ce jeudi pour élire 91 députés afin de renouveler leur Parlement. Des élections qui se sont déroulées dans une atmosphère tendue en raison du boycott par la coalition des 14 partis de l'opposition. Écoutons ici quelques citoyens et agents électoraux après le démarrage du vote. Je suis venu accomplir mon devoir civique, comme vous pouvez le remarquer. Ça se passe bien, l'ambiance est calme, vous allez le constater ce matin à EPP Batomé. Tout se passe dans la tranquillité, dans la paix. Pour le moment, il ne s'est rien passé. Depuis hier sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, la peur était vraiment au summum et puis on avait vraiment peur de sortir ce matin. Du coup, je me suis dit, si je ne sortais pas, je n'aurais pas accompli mon devoir civique. Même s'il faut mourir après, je l'aurais fait. Il faut mourir pour quelque chose. Ça s'est très bien passé. À la maison, selon les ont dit, mais bon, quand je suis arrivée, il n'y a rien. J'ai voté normalement, dans la paix. On peut dire que c'est le matin. Il est 7 heures. Bientôt, il y aura le monde. Je suis rapporteur du bureau de vote numéro 8. Et on vient de commencer. Tout se passe bien. Et tout est au point quand même. Tout est au point. Il n'y a pas de manque. Non, pas de difficulté. Tout va dans l'ordre quand même. Je viens de voter. L'ambiance était bon. Ils sont très gentils, ils sont bons. Sinon, tout est normal. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux souhaiter? Comme il n'y a rien comme incident, qu'est-ce que je peux souhaiter? Tout est bien passé. Registre électoral toujours, mais cette fois-ci à Madagascar, où l'ancien président Andry Rajoelina a pris l'avantage sur son rival Marc Ravalomanana dans la course à l'élection présidentielle. C'est ce que révèlent les tout derniers résultats provisoires publiés ce vendredi par la commission électorale CENI. Un décompte provisoire communiqué ce vendredi par la Commission électorale nationale indépendante
après dépouillement de près de 1,7 million de bulletins de vote sur près de 10 millions d'électeurs inscrits, créditait le candidat Andry Rajoelina de 54,85% des suffrages, nettement devant son rival Marc Ravalomanana avec 45,15%. Ainsi donc, l'ex-président malgache Andry Rajoelina a pris l'avantage sur son rival Marc Ravalomanana dans la course à l'élection. La publication de ces premières tendances significatives intervient alors que les deux candidats ont proclamé leur victoire dès le soir du second tour. Depuis 2 jours, les camps des deux protagonistes s'accusent mutuellement d'avoir triché. Ce jeudi matin, l'ex-chef de l'État, Marc Ravalomanana, a haussé le ton en dénonçant des fraudes massives et a averti qu'il ne respecterait pas les résultats que s'ils correspondent à la réalité. Mais conforté par les premiers scores publiés, l'entourage d'Andry Rajoelina a répondu en accusant à son tour celui de son adversaire de manipulation. Pour mettre un terme à cette guerre que se livrent les deux hommes, le chef de la mission des observateurs de l'Union européenne a affirmé ce vendredi n'avoir pas constaté les irrégularités signalées par les candidats. Le candidat à la présidentielle malgache Marc Ravalomanana a fait part de ses inquiétudes quant à la légitimité des récentes élections. Il évoque des fraudes massives et des cartes électorales fausses. Voici les précisions. Sans surprise, les premiers résultats aigrenés jeudi par la commission électorale ont fait monter la température dans les états-majors des partis politiques engagés dans le scrutin, surtout le deuxième tour à Madagascar. Le dernier comptage publié jeudi portait sur le dépouillement de 18% des bureaux de vote, représentant près d'un quart des près de 10 millions d'électeurs inscrits. Il accordait une nette avance à Rajoelina avec 54,6% des suffrages contre 45,4% à son rival. Si les résultats correspondent bien avec le contrôle et aussi ce que nous allons faire de plainte, j'accepte. Mais si le résultat ne correspond pas avec le processus démocratique, non. Faute de détails sur leur provenance, notamment géographique, ces chiffres préliminaires ne permettaient pas de décider une tendance fiable. Mais ils n'ont pas empêché les deux candidats, dès mercredi soir, de proclamer leur victoire. La CENI a promis de livrer ses premiers résultats significatifs après Noël. Jusqu'à leur publication complète, la bataille des chiffres s'annonce longue et crispée. Dès la semaine dernière, Marc Ravalomanana avait mis en garde contre la circulation de fausses cartes d'identité et fausses cartes d'électeurs. Conforté par les premiers scores publiés, l'entourage d'Andry Rajoelina a répondu en accusant à son tour celui de son adversaire de fraude et de manipulation. Depuis des semaines, leur duel aux airs de règlement de compte a occulté le débat sur l'insécurité, la corruption et surtout la pauvreté du pays, un des moins avancés sur le continent africain et dans le monde. En République démocratique du Congo, des étudiants ont manifesté à Kinshasa suite à l'annonce du report de l'élection présidentielle prévue pour ce dimanche initialement. La Commission électorale nationale indépendante congolaise a annoncé que les élections présidentielles législatives et provinciales sont reportées de 7 jours en raison de retard dans le déploiement du matériel électoral et l'incendie d'un entrepôt de la CENI mercredi dernier. Elles auront donc lieu le dimanche 30 décembre. Des sources diplomatiques ont annoncé que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce jeudi ses premières sanctions contre des Maliens contrevenant à l'accord de paix de 2015. Toujours selon les mêmes sources, de nouvelles mesures coercitives pourraient être encore prises à l'avenir. Voici les détails. Les Nations Unies ont pris des sanctions à l'encontre des Maliens contrevenant à l'accord de paix de 2015. Celles-ci pourraient être suivies de nouvelles mesures coercitives. Ils sont en tout 3 Maliens à s'être vus interdits de voyage suite à l'adoption des sanctions. Il s'agit de Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, secrétaire général de la Coalition du Peuple pour l'Azawad, CPA, de Agmoudou Ag Azriou, un cadre du groupe d'autodéfense Touareg, Imgad et alliés, Katia, et de Mahamadou Ag Rissa, un homme d'affaires appartenant au Haut Conseil pour l'unicité de l'Azawad. C'est la première fois que l'ONU cible des individus depuis l'adoption en 2017 d'un régime général de sanctions visant le Mali.
Les sanctions visent des responsables intermédiaires à l'origine de blocages dans la mise en œuvre de l'accord de paix, notamment en raison de leurs liens avec des groupes terroristes ou avec des activités de trafic de drogue. Les premières sanctions sont limitées à des interdictions de voyager, mais pourraient être suivies de gel d'avoirs. Au Mali, des zones entières continuent d'échapper au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques meurtrières, malgré l'accord de paix avec l'ex-rébellion à dominante Touareg, censé isoler définitivement les djihadistes. Ces dernières années, ces attaques se sont étendues au centre et sud du Mali, ainsi qu'au Burkina Faso et au Niger voisin. Le service de santé des armées et défis sécuritaires, c'est sur ce thème que s'est tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 2e congrès scientifique du service de santé des armées de ce pays. Objectif, revoir la politique sanitaire du ministère de la Défense du Burkina. La rencontre a réuni des experts en la matière venus du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Le point avec Claude Ramba. L'armée burkinabé mène la réflexion autour de son système de santé. Durant 2 jours, les congressistes ont beaucoup échangé sur plusieurs sous-thèmes. Conférences, communications et symposiums ont été dispensés lors de ce congrès scientifique sur le service de santé des armées, avec comme objectif adapter le service de santé des armées pour parer à toute éventualité dans un contexte de lutte contre le terrorisme et d'attaques djihadistes. Les capacités d'accueil sont limitées, les plateaux techniques sont parfois limités, ce qui nous impose parfois des évacuations sanitaires. Et c'est pour cela que nous avons demandé la mise en œuvre du projet d'hôpital d'instruction des armées avec des équipements adéquats, la formation du personnel avec notre école du service de santé des armées, ce qui permettra donc à nos structures de santé des forces armées de faire face à tout événement, à toute attaque, à tout afflux de blessés, afin que nous soyons au plus proche de nos hommes et que nous puissions donc maintenir le moral des troupes et maintenir les effectifs. Avec l'Union africaine, nous allons travailler à avoir un hôpital de campagne au plus près des opérations. Et ce sera au service de santé des armées de nous dire où il faut implanter cet hôpital de campagne. Ça, c'est quasiment sûr. Maintenant, pour l'hôpital d'instruction des armées, je pense que l'étude de faisabilité a bien commencé. Rappelons que la création d'une école au service de santé des armées est l'une des grandes recommandations de ce congrès de Ouagadougou. Rendez-vous a été pris en 2020 pour le 3e congrès. Puis au Bénin, le ministre de la Justice a pris un arrêté qui annonce la libération de plusieurs détenus. Ces personnes séjournaient dans des différentes prisons du pays pour trafic et vente illicite de faux médicaments. Ils sont évalués à environ 1200 les détenus désormais libres de leur mouvement au Bénin. Une libération conditionnelle motivée par arrêté signé du ministre béninois de la Justice. Dans le lot des mises en liberté figurent en bonne place les grossistes répartiteurs de médicaments. Les intéressés devront payer tout de même une caution de 10 millions de francs CFA. Cette décision du ministre intervient après que les avocats des grossistes aient saisi le ministre de la Justice pour plaider une telle cause. Pour rappel, les grossistes répartiteurs ont été interpellés dans le cadre de l'opération Pangea 9 lancée par le gouvernement béninois contre la vente des faux médicaments. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, les faux médicaments tuent environ 1 million de personnes chaque année dans le monde. En Afrique, 30 à 70% des médicaments seraient faux. Un trafic qui draine du beau monde. Au Bénin, selon une étude du ministère de la Santé, c'est près de 6 000 personnes qui seraient impliquées dans le commerce de faux médicaments et 85% de la population qui consomme ces produits. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Silka. Moi, je vous retrouve lundi prochain pour de nouvelles informations. Au revoir.